Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado En forme. Valérie Sardin qui est avec vous pour la prochaine demi-heure en compagnie de Greg Langto, mon co-animateur. Salut Greg! Salut Val, comment ça va? Ben, ça va super bien. Écoute, je suis contente parce qu'on va avoir une discussion très intéressante, un peu différente aujourd'hui. Puis je pense que ça va piquer la curiosité de plusieurs auditeurs parce qu'on reçoit un invité très spécial, Dr François Simard, qui est cardiologue sportif. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Écoute, Bonjour François. c'est quand même assez particulier parce que oui, tu es cardiologue ou sportif, mais pourquoi on te parle aujourd'hui? Parce que, bon, on va parler un petit peu au niveau des sportifs et tout ça. Il y a plein de choses à discuter, mais aussi parce que tu as même travaillé pour le FC Barcelone pour faire les tests cardiaques des plus grands athlètes à travers le monde. Donc, de la raison pour laquelle tu es aussi avec nous aujourd'hui, on va parler de tout ça, mais on va y aller disons, en entonnoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des athlètes de haut niveau du FC Barcelone. On n'a pas tous besoin justement de ces tests-là de façon régulière, mais les gens qui nous écoutent, c'est quand même des gens qui généralement font de l'activité physique, font du sport. On a quand même aussi une bonne base là, au niveau du CrossFit avec Greg, entraînement de course à pied beaucoup, triathlète et tout ça. Et là, jusqu'à quel point les capacités cardiaques peuvent varier sur une période de temps pour une personne qui est sédentaire versus une personne qui fait de l'activité physique sur une base régulière? Fait que, en fait, c'est une super bonne question. Il y a énormément de recherches là-dessus parce que on se rend compte, premièrement, qu'il y a une très grande variabilité entre les individus. Chaque personne réagit différemment à l'entraînement. Et ce que je veux dire, en fait, c'est surtout chaque personne va s'améliorer de façon différente ou à une vitesse différente à l'entraînement. Mais ce qui est clair, c'est que tout le monde a un potentiel de s'entraîner, de développer des aptitudes à l'exercice là, et d'améliorer leur capacité. Tout le monde, peu importe l'âge, peu importe notre sexe, mais ce qu'on sait, c'est que chaque personne a parfois besoin soit d'un peu plus d'entraînement ou un peu moins. Des fois, ça prend un peu plus de temps ou un peu moins de temps. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas savoir nécessairement tout le temps dès le départ. Mais il y a un potentiel pour tous. Toi, dans ta profession, tu dois travailler, j'imagine, avec des humains ordinaires comme moi et Val, admettons, et des athlètes de haut niveau comme ceux du FC Barcelone ou autres grands sportifs de ce monde. En quoi ça change ta pratique de travailler avec des athlètes de haut niveau comme ça? Et aussi, est-ce que tu vois des résultats différents selon les sports en soi? Fait que moi, j'essaie toujours d'approcher le problème de façon identique. Je veux dire, je vois un individu qui fait du sport, qui fasse ça pour son plaisir amateur ou qui soit à un niveau compétitif avec je ne sais pas combien d'argent impliqué ou des performances là, plus ou moins médiatisées. À la fin, la question est la même. Là, c'est vraiment d'identifier c'est quoi, soit les symptômes pour lesquels il vient me consulter ou en fait comment est-ce que je peux l'aider à améliorer ses performances selon ses questions. Donc, le point, c'est comme il y a plusieurs facettes là, de la façon dont j'approche le problème. Fait que c'est sûr que, premièrement, c'est hyper important, l'athlète ou la personne, ça fait combien de temps qu'elle a commencé son entraînement? Est-ce que c'est vraiment, elle commence du tout début ou ça fait plusieurs années? Déjà, ça va moduler un petit peu ce que je dois m'attendre au niveau de son cœur et des capacités qu'il a de base. Puis ensuite, c'est clair qu'il y a un impact énorme sur c'est quoi le type de discipline pratiquée. Donc, les changements, par exemple, de quelqu'un qui ferait de la boxe uniquement versus de l'haltérophilie versus du sport d'endurance, comme vraiment plus vélo, Ironman, ou même ça va être Ironman, marathon, coureur de fond. Là, les changements cardiaques, c'est là qui sont le plus impressionnants ou les plus, les plus marqués, on va dire, en termes de morphologie, que ce soit au niveau électrique ou structurel du cœur. Là, hein, c'est vraiment deux aspects. Là. Fait que c'est vraiment comme ça que je l'approche. Dépendamment de comment la personne s'entraîne, c'est quoi ses activités, ben, j'essaie d'estimer jusqu'où je devrais voir des changements cardiaques, qu'est-ce qui est encore dans la limite du normal ou du remodelage secondaire à l'entraînement, puis qu'est-ce qui pourrait être plutôt anormal ou pathologique. Puis, est-ce que le cœur a une certaine limite?
dans le sens où aujourd'hui, les sportifs de haut niveau sont comme des machines de Formule 1. Là. On s'entend, là, c'est huilé au corps de tour dans toutes sortes de sports. Tout ce qui est au niveau nutritionnel, ils sont suivis à la lettre. Tout ce qui est au niveau de l'entraînement, tous les plans d'entraînement sont suivis, les journées de récupération et tout ça. Est-ce que le cœur, lui, peut avoir une certaine limite, une capacité, ou ça va toujours continuer à se développer? Le cœur a une limite et il y a une limite à chaque individu aussi. Hein? On n'est pas tous nés égaux en termes de capacité maximale. On sait qu'au niveau génétique, il y a des gens qui sont nés, puis c'est pour ça que je pense qu'on a des athlètes du niveau exceptionnel aux Olympiques. Là, ces personnes-là, clairement, avaient probablement en partie un avantage génétique. Fait que, déjà là, il y a une certaine proportion qu'on ne peut pas modifier. Hein? On est né comme ça. Mais toute la proportion d'entraînement, il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire avec les différentes techniques d'entraînement. Là. Puis ça, il y a beaucoup de recherches en cours pour essayer d'optimiser encore plus cette façon-là d'améliorer nos capacités cardiovasculaires. Parce qu'il faut comprendre que le rôle du cœur dans l'ensemble de nos capacités cardiovasculaires, ça représente probablement autour de 75 à 80 de notre capacité totale. Ce que ça veut dire, c'est que c'est sûr que les poumons ont un rôle à jouer au niveau de la respiration, nos muscles périphériques, c'est-à-dire les jambes, les bras, tous les muscles du tronc ont un rôle, évidemment, quand on fait de l'activité physique aussi. Plus on renforce nos jambes, on va être meilleur, ça c'est sûr. Mais on pense que le cœur en tant que tel, le débit cardiaque qui est demandé lors de l'entraînement, ça représente 75 à 80 de tout ce que représente le travail, en fait. Là. Donc, c'est sûr que c'est un aspect hyper important, mais qu'il y a une certaine limite, puis qu'on n'est pas capable de repousser à un certain point, soit pour des raisons génétiques, ou aussi, on n'a pas encore la réponse claire. Est-ce qu'on est rendu au bout? Est-ce que vraiment on est rendu au bout? J'ai tendance à croire qu'on n'est pas si loin de cette limite-là, parce que je ne suis pas le plus grand pro de cette question-là, mais récemment, les plus grandes performances qu'on voit, c'est beaucoup des améliorations au niveau de types d'entraînement et ou des fois de certains matériels, là, comme les chaussures qui changent ou des choses comme ça. C'est ces améliorations-là qui se produisent puis qu'on pense qu'ils améliorent beaucoup, qui améliorent le record de quelques secondes ou quelques minutes, là, tout au plus. Fait que je pense que lentement, on atteint ce plafond-là au niveau cardiovasculaire. Peut-être que je me trompe, puis tant mieux, en fait, ça serait beaucoup plus plaisant. Mais définitivement, il y a un certain maximum que le cœur peut développer comme capacité rendue à un certain point. C'est pas infini. On parle de l'équipement, on parle des vélos, bien sûr, qui n'arrêtent pas de s'améliorer quand on parle des sports d'endurance, des souliers. Ça a d'ailleurs fait jaser lorsque Eliud Kipchoge, le Kenyan, a battu le fameux record, a fracassé la barre du marathon sous les 2 heures. Et là, tu parles de limite de cœur. Moi, en tant qu'hypocondriaque assumé, là, on dirait que ça commence à me faire peur, ces histoires-là. Pas que je pense que moi-même, je vais battre cette limite-là, mais bien parce que il arrive quoi lorsqu'on atteint une limite de capacité? Est-ce qu'il y a des limites, par exemple, dans les sports à haute intensité? Et là, je parle de, par exemple, les sprints ou le CrossFit ou quelque chose comme ça. Et les sports à endurance, dans l'autre registre complètement des sports cardiovasculaires. Dans la tête d'un cardiologue, là, il arrive quoi quand on atteint la limite de la capacité cardiaque? Je veux dire, est-ce que tout saute ou... Fait que, non, en tout cas, heureusement, c'est pas ça qui arrive parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pousse au maximum, puis ça saute pas. Mais clairement, les gens, en tout cas, je suis sûr que ça nous est tous déjà arrivé une fois. On a poussé un petit peu trop la machine, puis après ça, on commence à se sentir nauséeux, on a mal au cœur, même on vomit. Ça, c'est tout. Il y a une réaction du corps, qui est là pour se défendre, en fait. Là. Que quand on atteint ce maximum-là durant un entraînement ou une performance là, quelconque, juste pour créer un shutdown, là, pour couper tout et dire, regarde, c'est là que ça va arrêter. C'est pour se protéger, ça. Fait que avant que le cœur pète aux frettes, en guillemets, il y a ça qui va arriver. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais la question, par contre, elle est légitime puis c'est un sujet à débat, puis en constante recherche, c'est ces athlètes-là qui poussent la limite pendant des années. Est-ce que ces changements-là qui s'effectuent au niveau cardiaque, est-ce que
ça peut être délétère à long terme. Parce qu'à court terme, moyen terme, en fait, leur capacité est meilleure, puis c'est des machines qui sont capables d'être au top de leur discipline. Mais est-ce qu'à long terme, par exemple, qui sont rendus à 50 ans, 60 ans, est-ce que ce remodelage-là qu'il y a eu du cœur, est-ce qu'il peut être néfaste? Ça, c'est une question qu'on se pose. On sait que, par exemple, des marathoniens ou ceux qui font beaucoup de cyclistes ont des fois un risque un peu plus élevé de développer certaines arythmies. On sait aussi que des fois, certains athlètes qu'on appelle vétérans, là, donc au-dessus de 50 ans ou au-dessus de 45-50 ans, ont des fois des calcifications au niveau des artères du cœur qu'on ne s'explique pas. On penserait que c'est des gens qui sont hyper en forme, ils ont tellement fait d'entraînement cardiovasculaire toute leur vie, tu leur dis, je ne peux pas croire qu'il peut y avoir une petite plaque de cholestérol ou de calcium au niveau des artères du cœur, mais c'est des choses qu'on trouve quand même. Fait que la signification de tout ça, on se le demande. Fait que c'est toujours à peser dans la balance, là. Est-ce que quelqu'un qui fait un Ironman à tous les mois, là, est-ce qu'il est vraiment en train de se rendre service au niveau cardiovasculaire purement? C'est encore, on pourrait s'obstiner. Mais en fait, de faire de je m'excuse, je te coupe, mais est-ce que c'est mettons, je prends ton exemple du Ironman une fois par mois, est-ce que parce que c'est comme une surutilisation du cœur, finalement, qui fait que dans les années plus tard, vous vous posez la question à savoir, est-ce que ça va, dans le fond, les conséquences de cette surutilisation-là vont se faire sentir plus tard? C'est un peu ça. C'est un peu ça, en résumé exactement. On se demande si est-ce que de pousser à l'extrême là, en termes d'activité cardiovasculaire puis de demande cardiaque, est-ce que ça pourrait avoir un effet délétère? Comme je dis, c'est des hypothèses. On se rend compte que certaines personnes ont des phénomènes, ou certains sous-groupes de disciplines ont des phénomènes cardiaques à plus long terme. Bon, on se demande, est-ce que c'est vraiment délétère? Mais clairement, en ce moment, j'ai aucun argument pour décourager ça. Puis surtout si les gens, c'est pour leur santé mentale et tout, s'ils ont besoin de ça, c'est comme go, allez-y. Mais c'est des choses à surveiller. Puis peut-être que dans le futur, on va entendre parler de plus en plus parce qu'on n'a jamais été aussi. Étrangement, on n'a jamais été aussi sédentaire dans notre société, mais il y a aussi un mouvement énorme de personnes amateurs qui veulent faire de l'exercice à un niveau assez impressionnant. Les inscriptions dans les demi-marathons, marathons, tous ces événements-là, ça l'explose. Puis les femmes aussi, c'est un autre groupe qui augmente de façon considérable. Fait qu'on commence à découvrir des choses qu'on ignorait auparavant, je pense. Et de ce fait-là, toi, de ton côté, en tant que cardiologue, est-ce que tu es en mesure de donner des trucs et des astuces aussi à j'allais dire, à nos écouteurs, Val? Ça n'a pas de sens. Pas ce manque de sommeil, Greg. Ah oui, un petit peu. À nos auditeurs, nos auditrices, est-ce qu'il y a eu des percées dans le domaine ou toi, de ton côté, dans tes recherches, dans ce que tu as vu par rapport aux athlètes de pointe avec qui tu as travaillé pour augmenter, par exemple, une meilleure capacité aérobique, une meilleure capacité anaérobique, que ce soit, encore une fois, dans des sports, que ce soit en intensité ou d'endurance? Fait que je dois avouer ici que moi, mon principal champ de pratique dans la cardiologie sportive, qui est assez large, là, c'est vraiment l'aide à définir qu'est-ce qui est pathologique ou qu'est-ce qui est dangereux pour un athlète, par exemple. Et je suis un peu moins impliqué, c'est sûr que je m'informe, mais je suis un peu moins impliqué dans vraiment créer un programme d'entraînement puis d'améliorer la capacité cardiaque. Il y a des cardiologues sportifs que c'est ça plus leur champ d'intérêt. Moi, c'est beaucoup plus le côté sécuritaire du sport et ou d'évaluer des symptômes en tant que tel. Mais ce qui est clair au niveau de la recherche pour optimiser la capacité cardiovasculaire, c'est que de plus en plus, on se rend compte, puis ça fait même pas mal d'années là, que le fameux entraînement en continu, là, je pars en jogging à la même vitesse pendant 20-30 minutes, tant mieux si c'est ça qu'on aime faire. Je ne suis certainement pas là pour le décourager, mais est-ce que c'est la meilleure façon d'optimiser nos capacités cardiovasculaires puis d'entraîner notre cœur? Clairement pas. Je pense que l'entraînement par intervalle, puis c'est probablement un peu ça vers quoi vous vouliez m'amener, là, mais c'est probablement l'entraînement qui est le plus bénéfique pour augmenter nos capacités cardiovasculaires, le fameux VO2 max qu'on mesure des fois nous autres en clinique, là, qui est un reflet de toute l'utilisation de l'oxygène dans tout le cœur, mais qui est dépendante fortement de la circulation cardiaque, là. Donc, l'entraînement par intervalle, c'est probablement le meilleur type d'entraînement pour augmenter cette capacité-là. Puis là, rendu là, je pourrais répondre assez rapidement à la question, là, mais
quel type d'intervalle. Là, il y a beaucoup de recherches à savoir est-ce qu'il faut faire des intervalles très intenses mais courts versus un peu plus modérés mais plus longs. Même il y en a qui pensent qu'on devrait changer selon les jours. Des fois des plus courts, des fois des plus longs. Des fois, on devrait changer dans la même session. Là, il y a beaucoup de recherches encore à ce niveau-là. Mais écoute, parle-nous un petit peu de ton expérience avec le FC Barcelone. Tu avais le mandat de faire des examens aux joueurs, les joueurs qui étaient payés à gros prix, quand même des salaires faramineux, parce que toi, tu devais finalement un peu officialiser la transaction, comme quoi ce joueur-là était OK. Parle-nous un petit peu de ça. Est-ce que c'est plus stressant qu'un patient normal? Est-ce que c'est impressionnant? C'est une batterie de tests donc, qui sont effectués sur ces joueurs-là. Comment ça se passe là-bas? J'imagine que c'est un peu un autre monde là, que le sport auquel nous, on connaît, mettons, ici, avec les Alouettes de Montréal ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, parle-nous un petit peu de ton expérience avec le club. Ben c'est ça, c'est assez impressionnant quand ce moment-là, parce que j'allais au club de Barcelone, par exemple, toutes les semaines, grosso modo, qui avaient besoin de nous. Puis beaucoup, on évalue, par exemple, les joueurs de l'équipe B ou tous les joueurs juniors. Hein, ils sont tous étudiés. Ils ont tout le temps des examens à chaque année. Il faut être sûr qu'ils sont corrects. Au niveau cardiaque et tout le reste. Hein, ils sont comme tout le temps testés partout pour être sûr que tout va bien. Fait que là, bon, tu vois des joueurs quand même d'équipe B, par exemple, ou des futurs espoirs, là, 18 ans, là, tu sens que c'est peut-être les futurs stars montantes, là, mais tu ne passes pas à la télévision. Fait que tu fais tes affaires, mais tu restes concentré. Mais là, quand, par exemple, il y avait une transaction, puis là, il fallait voir le joueur officiellement, là, qui va être payé je ne sais pas combien de millions là, d'euros, là, tu sentais que tout arrête. Là, dans le centre, là, on restait... On arrêtait nos activités, on l'attendait, puis là, ben, c'est parce qu'il rentre avec plusieurs personnes avec lui. Tu as le coach, tu as le médecin officiel de l'équipe, le médecin c'est comme vraiment qui chapeaute toute l'équipe. Après ça, tu as son gérant aux joueurs, puis bon, tu as le joueur, là, tout le monde rentre dans la salle, puis là, ben, faut que tu fasses ton examen. Tu ne veux pas prendre trop de temps parce qu'il y a 10 000 autres choses à faire dans sa journée, mais en même temps, il faut que tu fasses bien ta job parce que c'est sûr que il y a un intérêt ou il y a un aspect financier qui est un peu lourd dans tout ça. Il faut vivre avec, là. Mais en même temps, tu reviens à la base sur ben, c'est pour la sécurité du joueur. Je veux être certain qu'il n'y a pas de problème au niveau cardiaque pour que quand il embarque sur le terrain, ben, go, il se pousse comme il veut, puis il va donner le maximum tout le temps. Fait que, il y a un moment impressionnant qui dure quelques secondes, puis après ça, ben, tu reviens à ce que tu fais tous les jours. Puis c'est un humain comme tout le monde, puis tu poses les mêmes questions. Puis souvent, ben, je veux dire, honnêtement, quand ils sont rendus à ce niveau-là, ils vont plutôt bien. Puis il n'y a pas trop d'inquiétude. Hein. C'est pas ceux-là qui me posaient le plus de problème, honnêtement, hein, parce qu'ils ont déjà passé depuis plusieurs années des examens, tout est stable, ils ont des très bonnes performances, fait qu'ils se posent pas beaucoup de questions. Puis ça, c'était assez simple. Mais le début est assez impressionnant quand tu vois tout le monde rentrer comme ça. Là, tu te rends compte que c'est l'impact de ta décision a tout à coup une portée un petit peu plus grosse. Là. Un peu. Et est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de voir dans ces... Tu sais, on sait que les joueurs de soccer, souvent, on regarde ces athlètes-là de haut. On se dit, ben, il ne faut pas nécessairement être fort ou puissant. Et là, quand on commence à gratter un petit peu, on se rend compte qu'ils courent des 10-12 km dans 90 minutes et tout ça, bien sûr, avec des sprints entrecoupés là-dedans, des changements de direction, des sauts. C'est excessivement difficile sur le corps, ce sport-là. Est-ce que ça t'est arrivé? Et là, je pose la question, j'imagine que tu es un passionné de ce que tu fais et donc, je vais dire, un geek de la cardiologie. Là, et je dis ça avec le plus immense des respects que j'ai pour toi et ta profession. Que ça t'est arrivé de voir des résultats des athlètes, des joueurs dire OK, wow, là, cet humain-là est dans une forme splendide, exceptionnelle, incroyable, et d'être impressionné par ces résultats-là? Constamment. Puis, c'est honnêtement, puis, oui, constamment. Non, mais c'est parce que on commence dans la cardiologie, puis on entend parler de ça un peu, les athlètes, mais tu sais, c'est clairement pas notre pain quotidien. Là. Je veux dire, on a malheureusement beaucoup plus de gens qui ont eu un problème cardiaque. Fait on fait faire un test sur un tapis roulant, par exemple, puis bon, ils ont une performance qui est dans la moyenne, par exemple, mais on est habitué à ça. Puis là, tout à coup, quand ces joueurs-là arrivent, là, puis qu'ils se donnent au maximum, là, puis qu'ils décident qu'ils
qui veulent impressionner le club ou peu importe par leur performance. Là, tu fais OK, j'ai jamais vu ce chiffre-là là, de performance, par exemple, en mètres ou en tout cas, peu importe c'est quoi l'unité de mesure qu'on utilise. On fait comme OK, je me suis jamais rendu là de ma vie. Puis là, tu fais comme OK, il est comme à 150% de ce qu'on s'attend de quelqu'un de son âge. Là, tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Là, ça, c'est vraiment ça, c'est unique. Mais honnêtement, je veux dire, les joueurs de soccer ou les professionnels sont très en forme, là, mais il y a des fois aussi, j'ai été encore peut-être en plus impressionné par certains athlètes dits amateurs, là, mais tu sais, qui sont amateurs juste parce qu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font, mais tu sais, sont vraiment dédiés. Puis il y a des fois des performances c'est ça, des gens là, qui font des Ironman ou tout, puis là, ils commencent sur le tapis, puis tu as l'impression que ça n'arrêtera jamais. Là, comme, voyons donc, là, puis là, le tapis, la façon que c'est fait le test, hein, c'est que le tapis accélère de plus en plus, puis la côte monte, monte, monte. Et les autres font juste continuer, mais go, 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 je suis capable, je suis capable, je suis capable. Là, mais ouais, mais je suis pas sûr que le tapis s'est déjà rendu là, tu sais. Moi, ici, au centre épique en bas, où est-ce que je suis, là, tu sais, ça arrive pas souvent, là, par exemple, c'est rendu à telle inclinaison, mais OK, là, bon, on a testé la machine fonctionne, mais le patient aussi, il va clairement très bien, là, tu sais. Fait que ça pas tous les jours, là, qu'il y a des performances aussi incroyables, mais fréquemment, je suis assez impressionné de voir, là, devant moi des gens de tout âge, tout horizon, puis c'est comme, wow, quelle belle performance. Puis c'est pas juste au niveau professionnel. Mais ça me fait penser là, à l'exemple qui est arrivé l'été dernier. Je reviens au soccer, là, mais est-ce que tu te rappelles le Danois Christian Eriksen à l'Euro qui avait fait une crise cardiaque sur le terrain? Écoute, oui. Le jeu avait arrêté, tout le monde était sous le choc. On pensait littéralement qu'il était mort. Là. Finalement, c'était une crise cardiaque. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? C'est vraiment, dans le fond, une anomalie cardiaque qui n'aurait pas dû arriver pour un joueur ou du moins quelqu'un en forme à ce niveau-là? Ou ça a été quoi ton réflexe, toi? À quoi tu as pensé quand tu as vu ça en tant que spécialiste? Ah, mon premier réflexe a été « Oh mon Dieu, je suis content de ne pas avoir été celui qui a dû examiner ce joueur-là avant. Hein, » okay. Parce que c'est sûr que c'est stressant, mais honnêtement... pour avoir, tu sais, lui, il avait joué auparavant à Tottenham, à Londres, de souvenir, puis il était à Inter Milan. Les médecins qui s'occupent de ces joueurs-là, là, on les voit publier certains articles et tout, tu sais, je veux dire, ils savent ce qu'ils font. Fait que c'est clair qu'il n'y avait rien de détectable avant, à mon avis, puis que malheureusement, c'est arrivé quand même. Hein. On le sait qu'il y a un risque qui est très faible, mais qui est présent d'événements cardiaques comme ça, même chez des athlètes de haut niveau, même si on les examine sous toutes les coutures au niveau cardiaque. Fait que là, après ça, l'étiologie de ce qui s'est passé, en fait, à ma connaissance, elle n'est toujours pas connue. Moi, mon premier réflexe a été, il doit avoir eu est-ce qu'il y a une anomalie électrique là, qu'on n'a pas détectée pour tomber comme ça, parce que quand il est tombé sur le coup, là, c'est clair qu'il a dû tomber en arrêt cardiaque sur une arythmie ventriculaire qu'on appelle maligne. Là. Puis là, heureusement, il a été réanimé assez vite. Puis il y a eu justement, dans les jours d'après, ils disent un défibrillateur, hein, qui est un appareil qui est implanté au niveau du cœur, justement pour surveiller s'il y avait d'autres arythmies, donner un choc d'emblée, pour pas avant là, que les gens perdent conscience et tout. Mais à ma connaissance, on n'a pas su pourquoi encore c'est arrivé là, sous-jacent. Ou ils ont gardé le secret peut-être, là, mais fait que ma réaction a été de me dire, Colin, malgré tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui en 2021, il y a des fois qu'on va pas être capable de prédire un événement comme ça ou même pas comprendre pourquoi c'est arrivé. Ça fait partie un peu en tout cas, des gros défis qui vont venir dans les prochaines années en cardiologie sportive. Moi, j'ai une dernière question aussi. Puis là, je change complètement d'axe. Mais parce que j'avais la discussion à un moment donné avec un médecin, puis là, il m'expliquait qu'évidemment, étant donné que les plus grands muscles du corps se situent dans les jambes, que lorsqu'on va avoir des jambes plus musclées, lorsqu'on va faire de la musculation au niveau des jambes, bien, ça va aider notre capacité cardiaque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux résumer le principe pour les gens qui nous écoutent? Parce que c'est un concept, je trouve, qui est intéressant quand même pour les gens qui s'en font. Oui, c'est un concept hyper important, en fait. Hein? Fait que tantôt, j'ai peut-être été un peu fataliste en disant 75 à 80% de notre VO2 max, notre capacité cardiaque, cardiovasculaire totale dépend du cœur. Mais le fameux 20% qui reste, là, bon, c'est les poumons qui sont plus ou moins... On peut s'entraîner un peu, mais c'est pas là que ça se passe le plus. Il y a le transport de l'oxygène, fait que ça, c'est toute l'hémoglobine. Fait que les gens qui prenaient de l'EPO auparavant pour se doper, là, mais c'est un peu comme ça. Ils essayaient de mettre plus de petits trains puis de petits transports d'oxygène pour se rendre jusqu'au muscle. Puis là, après ça, ce qu'on se rend compte, c'est que l'autre gros axe qu'on peut développer pour augmenter notre capacité totale, c'est au niveau musculaire. Puis en fait, au niveau musculaire, ce qui se passe, c'est qu'il y a une adaptation au niveau des cellules, là, vraiment, où est-ce qu'ils sont capables,
les cellules sont capables de capter l'oxygène et de l'utiliser à une meilleure efficacité. Fait que pour la même quantité de sang qui va se rendre au niveau du muscle, étant donné qu'il est entraîné, qu'il est plus gros et tout, il va être capable de produire plus d'énergie, puis une meilleure performance. Puis c'est souvent quand on commence à voir les gens qui plafonnent au niveau de leur capacité cardiovasculaire, puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour s'améliorer, souvent la réponse, c'est pas nécessairement au niveau cardiaque qu'il faut aller s'améliorer, mais c'est au niveau des muscles. Autant des bras, le tronc, les jambes aussi beaucoup, surtout si c'est des athlètes là, de coureurs de fond, vélo. C'est là qu'on va aller chercher les meilleurs, les plus grands gains. Parce qu'on va être capable, on ne peut pas donner plus de gaz parce que le moteur il est au max, mais on veut s'arranger pour que le reste de la machine utilise ce gaz-là de façon plus efficace. OK. Donc, de l'entraînement musculaire, dans le fond, c'est intéressant. L'entraînement musculaire va aider les capacités cardiaques lorsqu'on plafonne. Absolument, absolument. Intéressant. J'en prends d'autres. Ça a été fait notamment, je sais que si je me souviens bien, avec l'équipe américaine de ski alpin, ils s'entraînaient justement, comme tu l'as si bien dit tantôt, François, là, à uniquement faire du ski et se pratiquer sur les distances qu'elle et elle faisaient, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire du CrossFit notamment et se rendent compte que là, on a pu améliorer les temps, améliorer les capacités. Donc, en ayant un entraînement, comme tu l'as bien dit, le fonctionnel, donc il va chercher les épaules, le haut du corps et surtout les jambes aussi. Donc, on a pu améliorer la puissance, la stabilité, donc la vitesse aussi à ce niveau-là. Donc, ça fait tellement plein de sens. Un, ta question, et deux, la réponse aussi. C'est pas juste une question de grosseur de muscle, hein? C'est vraiment juste, c'est de... non, ça va. C'est vraiment pas ça, la grosseur du muscle, mais d'entraîner le muscle, là, augmenter sa force, là, ça va vraiment améliorer au niveau cardiovasculaire. Ça, c'est un exemple flagrant là, que Greg, tu mentionnais, mais sur plein d'autres sports, là, les gens, des fois, ont tendance à le négliger parce qu'ils pensent que bon, c'est purement le cœur et tout, mais non, rapidement, ils voient des améliorations. Ah, ben c'est intéressant. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la course à pied, entre autres des marathons, demi-marathons. Ça fait partie de vraiment beaucoup de nos auditeurs. Donc, super intéressant ce conseil-là. Merci beaucoup, monsieur Docteur Simard, François. Donc, bonne chance aussi pour le restant de ta carrière, dans le sens que des cardiologues sportifs, il n'y en a pas beaucoup au Canada. Donc, on est très chanceux de t'avoir eu. Puis quand je dis ta carrière, pas ta carrière là, au centre où tu travailles, parce que ça, je sais que ça va super bien, mais du côté du FC Barcelone, puis les équipes en Europe, je sais que ça te fait vraiment toucher. Puis c'est pas toujours facile d'entrer et de pousser dans ce milieu-là. La pandémie aussi a fait déstabiliser les projets de tout le monde. Mais je te souhaite encore beaucoup d'années donc au sein de ces équipes-là parce que ça doit être quand même des très beaux projets pour un cardiologue justement qui aime le soccer comme toi. Merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui et merci aussi, chers auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la Balado en forme. Salut Greg, à bientôt. Salut, bye. Merci beaucoup.